1h-5, c'est la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet. Alors je ne sais pas, nous allons poser la question à notre invité si le Front National est propose une version tendancieuse de la laïcité, mais la notion, le mot, le concept, avec tout ce qu'il charrie est donc revenu en force dans votre journal, Antoine, puisque Manuel Valls a dit que sur la laïcité, l'extrême droite voulait retourner avant 1905 vers les guerres de religion. On voulait justement s'intéresser à cet avant 1905 aujourd'hui avec notre invité, puisque nous célébrons le 110e anniversaire de la loi de 1905 séparant les églises et l'État. Et à cette occasion, la conférence des évêques de France a publié vendredi dernier un communiqué appelant à garder l'esprit originel de ce texte, à éviter la stigmatisation des croyants. La conférence qui s'est inquiétée qu'un courant de pensée veuille passer d'une laïcité de l'État à une laïcisation de la société. Alors en ce jour anniversaire de la loi, adoptée donc le 9 décembre 1905, c'est donc à cet esprit originel de la laïcité que nous aimerions nous intéresser, à la tension entre obligation de neutralité et garantie de la pluralité religieuse, en replongeant aux sources de l'idée laïque. Cela tombe bien, c'est précisément le titre d'un livre de notre invité, Aux sources de l'idée laïque, révolution et pluralité religieuse chez Odile Jacob. Rita Hermont-Belot, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et pour dialoguer avec vous, pour vous interroger à nos côtés, nous avons sollicité Jacqueline Lalouette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes professeure émérite des universités. Vous avez signé en 2005 La séparation des églises et de l'État aux éditions du Seuil. Et ces jours-ci, vous faites paraître avec Gilles Cantard le tome 10 des œuvres de Jean Jaurès autour de la laïcité. Laïcité et unité. Donc on est vraiment dans le sujet aujourd'hui. C'est un livre qui paraît chez Fayard avec le soutien de la Fondation Jean Jaurès. Rita Hermont-Belot, aujourd'hui, c'est la première journée de la laïcité à l'école qui a été décidée après les attentats de janvier. Les écoles qui affichent depuis la rentrée une charte de la laïcité. Et puis, on célèbre donc cette laïcité. Est-ce que la célébration de la laïcité, est-ce qu'une journée de la laïcité vous semble être une bonne idée? Ou bien, comme l'a dit la philosophe Catherine Skinsler dans un entretien aujourd'hui dans un journal du matin, eh bien, le fait de célébrer la laïcité, c'est contraire à sa philosophie, car, dit-elle, il n'y a rien de plus opposé à la laïcité qu'une religion civile qui ferait de la loi un acte de foi. Je suis tout à fait d'accord sur l'affirmation que la laïcité n'est en rien une religion civile. Bon, ceci dit, très franchement, consacrer une journée particulière au sein des établissements scolaires à réfléchir à la laïcité aujourd'hui, ça ne me semble pas du temps perdu. Pour autant qu'on s'en occupe pendant toute l'année scolaire. Il faut rappeler quand même ce qu'est la laïcité, c'est ce que s'efforcent de faire les établissements scolaires avec cette charte de la laïcité que les établissements scolaires affichent aujourd'hui dans les halls de leurs écoles. Alors, pour vous, qu'est-ce que serait la laïcité à l'origine, Rita Hermont-Belot? Catherine Skinsler, que je recite à nouveau, dit que c'est un principe philosophique, la disjonction entre la foi et la loi. Pour vous, si on vous suit bien dans votre ouvrage, ça n'est pas un régime des cultes, mais c'est une définition du politique. Est-ce qu'on peut s'entendre déjà sur une définition simple et claire de la laïcité? Très franchement, non. On ne peut pas, parce que ce serait au législateur qu'il serait revenu de donner cette définition. Il s'en est bien abstenu, ou il n'a pas eu les moyens de le faire. Tout le problème, et aussi l'intérêt des discussions sur la laïcité à l'heure actuelle, c'est que ça n'est pas une notion qui se définit de manière simple, à laquelle on peut donner une définition toute simple. Elle s'est construite dans le temps. Elle s'est construite dans le temps. Et puis une première question serait de savoir s'il y a une particularité française de la laïcité, ou bien si tout simplement la laïcité, en fait, c'est faire droit aux principes démocratiques et que ça se fait finalement dans toutes les démocraties. Je pense pour ma part qu'il y a une spécificité française. Qui serait laquelle? Alors, qui serait que je crois que la laïcité, elle a été, au cours de l'histoire, elle a été pensée, elle a été développée sur plusieurs registres différents. Alors, bien entendu, la laïcité, c'est notamment la séparation des églises et de l'État. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'en a pas dit assez, parce qu'il y a des modalités différentes dans le monde actuel de séparation des églises et de l'État. La laïcité, c'est aussi, et l'article 1er de la loi de 1905 l'affirme très nettement, c'est aussi la liberté des cultes. Mais alors que certains, aujourd'hui, me semble-t-il, restreignent la laïcité à
la liberté des cultes. Je dirais c'est ça, mais ça n'est pas seulement ça, parce que comme vous l'avez cité tout à l'heure, moi je pense que la laïcité c'est aussi une conception du politique, et il me semble que ce n'est pas un hasard si la Constitution mentionne la laïcité dans la hiérarchie des normes françaises, c'est la plus élevée d'entre elles, la Constitution, qui affirme que la République est laïque. Et ça fait signe du côté du politique. Et elle le fait en affirmant que la République est indivisible et sociale. Je crois que la proximité des trois est importante. Et donc il me semble que dans le cas français, la spécificité, c'est que c'est effectivement une conception du politique comme le lieu de réunion des citoyens, ce qui veut dire que ça ne peut pas se faire dans la sphère religieuse, ça se fait dans la sphère du politique, quelles que soient les appartenances religieuses ou les non-appartenances religieuses aussi. Antoine. C'est votre définition, ça. Ce qui m'embête un peu, c'est que on n'arrive pas à donner de définition. Or, quand même, le mot laïque vient directement du catholicisme. Comment comprendre que la laïcité ou le laïcisme ne soit pas précisément un enfant du christianisme, ce que dit Marcel Gauchet sur la sortie de la religion, c'est-à-dire c'est malgré tout quelque chose qui est engendré par le christianisme et qui donc porte sa marque malgré tout, même si c'est pour en sortir. Oui, bien sûr, c'est engendré par la très très longue histoire du christianisme, et je suis tout à fait d'accord avec Marcel Gauchet que c'est un élément, c'est engendré par la sortie du christianisme. Maintenant, il faut aussi savoir de quoi on parle quand on dit christianisme, parce que en France, souvent, quand on dit christianisme, on pense essentiellement au christianisme catholique, et la place de la réforme dans ce mouvement de sortie aussi du religieux est très importante. Mais est-ce qu'il y a la partialité à ce moment-là que prétend défendre la laïcité, ou ceux qui défendent la laïcité, si précisément cette idée même vient d'un corps de doctrine religieuse précisément? Oui, mais non, elle ne vient pas d'un corps de doctrine religieuse. Elle est liée à l'histoire dans ce pays, plus que de la doctrine, je pense plutôt de l'institution de l'Église catholique et de la place qu'elle a occupée dans le pays. Mais elle en provient par éloignement, par distanciation. Rita Hermont-Belot, vous dites qu'il est difficile, en effet, de s'accorder sur une définition claire. Est-ce que vous diriez la même chose de l'idée qui a prévalu à la loi de 1905? Autrement dit, quand votre livre est sous-titré « Révolution et pluralité religieuse », est-ce que vous diriez que ce débat que nous connaissons aujourd'hui autour de la neutralité ou de la pluralité, de cette question de savoir si la laïcité est un mode d'organisation de la société qui est destiné à tenir les églises, à l'origine l'église catholique, à distance du pouvoir politique, et cela, ou bien un principe d'effacement de la présence publique du religieux, est-ce que ce débat existait déjà avant même la loi? Est-ce que ce débat existait parmi les révolutionnaires, par exemple? Est-ce que ça a évolué, et dans quel sens? Est-ce que vous diriez, par exemple, que l'histoire de l'idée laïque en France, c'est l'histoire de l'éviction de la pluralité religieuse? Je crois que je dirais le contraire. Je dirais que l'histoire de l'idée laïque en France, elle me semble au contraire être tout à fait liée à l'affirmation de la pluralité religieuse, aux moyens qui ont été trouvés, et là je crois que c'est très spécifique à la France, pour faire droit à la pluralité religieuse. Mais encore une fois, à la pluralité religieuse et aussi à la liberté de chacun de se reconnaître ou pas dans une tradition religieuse. Donc une pluralité très très vaste. Jacqueline Lalouette. Oui, alors pour répondre à la question sur la progression de l'idée laïque et sur la progressive construction de la laïcité, il faut en fait parcourir tout le 19e siècle. La Révolution française bien évidemment, mais aussi dès le 19e siècle, puisque dès la signature du Concordat, il y a qu'en 1801 1802, il y a eu des oppositions à ce retour entre les liens entre l'Église et l'État. Et au fur et à mesure de l'avancée du XIXe siècle, on a vu, notamment sous la Seconde République, bien que la Seconde République ait conservé le Concordat, sous le Second Empire, puis toutes les premières décennies de la Troisième République, on a vu grandir le nombre de personnalités politique, notamment des républicains, qui a été hostile à ce maintien du Concordat et qui réclamait la séparation. Et là, il faut faire intervenir d'autres considérations. Si cette séparation est intervenue
35 ans après la proclamation de la République. Et Rita Hermand-Belot, d'ailleurs, dans son livre, parle de la grande prudence des républicains une fois que la République triomphante s'était imposée en 1877-79. C'est que le Concordat pouvait aussi apparaître comme un moyen de contrôle sur l'Église. Et là interviennent les différentes lois laïques à partir des lois sur la laïcité de l'école, mais aussi la laïcité dans la société privée, la liberté des funérailles, le divorce, etc., etc. On prépare les esprits à pouvoir accepter la séparation, qui peut-être aurait hérissé les populations si elle avait été prise dès l'aube des années 1880, mais les générations formées à l'école de la République, à l'école laïque de la République, peuvent accepter 25 ans plus tard ou 23 ans plus tard accepter ce régime de séparation. Rita Hermand-Belot. Oui, je crois que les propos de Jacqueline Lalouette là nous amènent à la nécessité de considérer une histoire longue. Et me semble-t-il des pans de cette histoire qui ont été un petit peu oubliés. Alors, pour ma part, en fait, moi, effectivement, je fais remonter non pas la constitution de la laïcité, mais l'enracinement de ce que j'appelle, à la suite de Georges Weih, du grand historien Georges Weih, l'idée laïque, dans la Révolution même, et pour ma part, je les vois en lien avec les questions qu'a posées la pluralité pendant la Révolution. Alors, bon, qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas de substituer une interprétation à une autre, de dire la laïcité, c'est pas l'histoire du combat entre l'Église catholique et la République, c'est autre chose. Non, c'est d'apporter une autre vision, un autre point de vue qui complète, me semble-t-il, la conception traditionnelle, historique qu'on a du cheminement de la laïcité, qui est très tôt dans l'histoire française l'importance des débats et des conflits et des affrontements, parce que certains de ces affrontements ont fait verser le sang. C'est pas simplement du débat de cabinet. Mais d'où la question que je vous posais tout à l'heure sur ce débat entre cette tension qu'on a aujourd'hui entre la neutralité, puisque c'est au nom de la neutralité que aujourd'hui on dit que certains veulent renoncer à la pluralité des religions et mettre de côté la religion pour la resserrer dans la sphère intime. Est-ce que ces débats-là étaient déjà en germe quand vous êtes remonté aux sources de l'idée laïque, c'est-à-dire à la Révolution? Totalement, et d'une certaine façon, je les ai découverts avec surprise. J'avoue que je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit, me semble-t-il, dans la Révolution, c'est la question de la pluralité religieuse et la question de l'expression des religions, notamment dans l'espace public, ce qu'on appelait à l'époque la publicité, qui est une question qu'à la fois les législateurs repoussent totalement. D'abord parce qu'ils ont d'autres choses à faire qui leur semblent plus importantes, et puis aussi parce qu'ils sentent à quel point c'est une question brûlante et dangereuse. Et en même temps, ce qui est très frappant, c'est la question revient sans cesse, sous la forme de conflits qui se passent dans beaucoup d'endroits différents de ce qui est encore un royaume, de conflits violents, qui demande solution. Et moi, il me semble que la dynamique de la neutralisation, qui effectivement est la dynamique centrale de la laïcité, dans la Révolution, c'est une dynamique d'apaisement des conflits. Alors, on peut en donner des exemples. Alors, pour moi, l'exemple, je dirais, le plus parlant, puis le plus important, parce que celui-là, il s'ancre dans l'histoire de manière définitive, c'est la question de l'état civil. En septembre 1792, la législative, tout à fait avant de se séparer, adopte une loi qui crée un état des personnes qui soit proprement civil. Jusque-là, tout l'état des personnes était tenu par l'institution religieuse. D'une certaine façon, la monarchie avait confié ce rôle à l'institution religieuse. Et en septembre 92, on confie ce rôle à une administration civile. À partir de ce moment-là, le mariage est considéré comme un contrat civil, ce qui n'empêche pas de célébrer un mariage religieux si on le souhaite, ça ne l'empêche pas du tout, mais le mariage au nom de la loi est un contrat civil, et ce contrat civil peut connaître une rupture qui est le divorce, et la loi sur le divorce est appliquée dans la foulée. Et ça, tout au cours du 19e siècle et jusqu'à maintenant, c'est une des rares choses qui n'aura jamais bougé. France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Aux sources de l'idée laïque, nous sommes en présence de l'historienne Rita Hermont-Bolo qui signe ce livre qui porte ce titre. Et pour dialoguer et l'interroger à nos côtés, l'historienne professeure émérite des universités Jacqueline Lalouette qui vous pose une question. Rita Alors, Hermont-Bolo. je vais même vous poser deux questions. Tout d'abord, je vais rester quelques secondes sur la question de l'état civil, où, en effet, avant 1792, il n'y avait pas d'état civil, contrairement à ce qu'on voit parfois écrit, l'état civil tenu par le clergé. C'est un non-sens. Ce n'est pas un état civil, c'était des registres religieux. Registre de baptême et non pas de naissance, et registre de sépulture et non pas registre de décès. C'est pourquoi j'ai parlé d'état des personnes. Oui, c'est pourquoi c'est très important à souligner. Alors, ce que je voudrais dire, pour rester 2 secondes aussi sur cette affaire du mariage dont vous venez de parler, en ajoutant le divorce, c'est que effectivement, c'est une chose qui n'a jamais changé pendant le 19e siècle. La Restauration elle-même n'a pas osé revenir là-dessus, pas plus que le Second Empire dans sa période la plus proche du catholicisme. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est quelque chose au niveau des usages. Et je pense qu'il y aurait des travaux de micro-terrain à mener à ce sujet. J'ai observé pour diverses périodes et dans telle ou telle région de la France que pour bien marquer leur mécontentement contre l'état civil et contre le fait que le mariage soit un contrat civil et non plus un sacrement, mais on était obligé, il faut préciser, on était obligé de célébrer le mariage civil avant le mariage religieux. Et un prêtre qui aurait célébré un mariage religieux avant le mariage civil aurait été poursuivi en justice. Donc, pour bien montrer leur mécontentement de l'existence de ce mariage civil antérieur au mariage religieux, on voyait des couples qui allaient à la mairie habillés en tous les jours, comme on disait, et s'habillaient avec un costume festif uniquement pour le mariage religieux, ne cohabitaient pas avant le mariage religieux si les 2 cérémonies n'étaient pas célébrées le même jour, et pouvaient laisser passer justement exprès 2, 3, voire 4 jours pour bien séparer les deux. Donc là, il y a une marque de manifestation de défiance contre le mariage civil très intéressante. Rita Hermont-Bolo. Tout à fait. Alors simplement, pour terminer juste mon propos, ce que je voulais dire sur la neutralisation, c'est que cette création de l'état civil qui a souvent été interprétée comme une mesure anti-catholique, si on regarde les débats qui ont mené à ça, les députés ont beaucoup hésité. Et en fait, ceux qui ont réussi à emporter la décision, c'est précisément dans une volonté d'apaisement des conflits. Alors bon, conflits qu'il faudrait décrire, qui sont complexes à décrire, mais c'est vraiment une mesure qui a été prise pour créer un espace neutre et un espace mis à l'abri des conflits. Mais dans cette, je reviens, excusez-moi, mais dans cette tension entre neutralité ou neutralisation et pluralité des religions, Rita Hermont-Bolo, comment voyez-vous les choses évoluer jusqu'à aujourd'hui ? Écoutez, moi je suis personnellement extrêmement attachée à la laïcité et je pense que la laïcité donne un espace de liberté. Pour moi, la loi de 1905, je la vois vraiment comme une loi de liberté qui a créé une égalité entre les citoyens qui appartiennent, qui se reconnaissent dans les différents cultes ou, je le répète encore, ou dans aucun culte. Elle donne les moyens juridiques aux fidèles des différentes religions de créer les institutions dont ils ont besoin. Alors, dans l'immédiat, c'est vrai qu'il y a eu un premier conflit avec l'Église catholique, et puis, dans les années qui ont suivi 1905, et puis aussi à la suite de la fraternité des tranchées de la guerre de 14, dans les années 1920, on a trouvé le moyen de créer, d'aménager l'instrument juridique de façon à ce qu'il puisse satisfaire aussi parfaitement aux besoins des catholiques. Donc moi, il me semble que dans ce cadre, la liberté des cultes est vraiment assurée en France. Mais est-ce que c'était le cas sous la Révolution précisément, au moment où il fallait, vous avez dit qu'on créait ce statut de neutre, de citoyen neutre, est-ce qu'il y avait aussi par ailleurs l'embryon d'une organisation des cultes, indépendamment d'ailleurs du culte catholique seulement, des autres cultes? On n'a pas le sentiment que ça existait sous la Révolution. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a bien sûr un élément qui est primordial, qui est la Déclaration des droits de l'homme, avec en fait 2 articles qui concernent ces questions. Il y a l'article 10 auquel on se réfère tout le temps, mais en lui donnant aujourd'hui un sens qui est tellement
éloigné du sens qu'il a eu sur le moment. L'article 10 dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur expression ne trouble pas l'ordre public instauré par la loi. Ça fait une sacrée série de négations, hein. Et en réalité, les moyens pour les non-catholiques d'avoir un accès à la visibilité du culte, d'avoir des bâtiments de culte, des édifices du culte visibles, tout ça ne s'est installé pendant la Révolution que de manière très très progressive. Mais il y a un autre article aussi de la Déclaration qui prévoit l'accès à tous les emplois sans différenciation religieuse. C'est pas précisé sans différenciation religieuse, mais on voit bien dans le débat du moment ce que ça voulait dire. Et ça aussi, c'est un élément très très important de la liberté du culte. Le fait qu'on ne puisse pas être discriminé pour accéder à un emploi et notamment à un emploi public en fonction de son appartenance religieuse. Mais encore une fois, pour rentrer dans la réalité de la vie des vrais gens, tout ça a demandé un certain nombre de mesures qui ont été prises de manière assez laborieuse. Je pense par exemple à la loi concernant l'admission des Juifs à la citoyenneté, qui n'a été adoptée qu'en septembre 1791. Alors, par rapport au temps, à l'accélération frénétique du temps pendant la Révolution, d'août 89 à septembre 91, ça veut dire beaucoup de débats où en gros on a dit il est urgent d'attendre, on verra plus tard quand on sera vraiment obligé. Chacune Alouette. Oui, alors pour le pluralisme des cultes sous la Révolution, il y a dans votre livre, Rita Hermann-Belot, quelque chose de vraiment très intéressant, un parallélisme, enfin il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais il y a un parallélisme vraiment précieux à mettre en lumière. Quand vous parlez des protestants et des juifs qui n'ont pas, qui accèdent à la liberté des cultes, mais qui n'ont pas encore de lieu de culte. C'est tout le problème de leur visibilité, justement, et de leur publicité. Donc ils se réunissent dans des granges, ils se réunissent dans des caves, dans des greniers, ou encore dans ces fameuses assemblées du désert, et puis on commence à voir apparaître l'argument 1, mais ils ont le droit d'avoir des vrais lieux de culte comme tout le monde, et 2, ces lieux de culte, ça, un autre argument, permettrait de les contrôler. Donc vous voyez tout de suite quel parallélisme on peut faire avec une autre religion. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et ce que vous mettez bien en lumière aussi, c'est précisément tout le débat qui existe entre le pluralisme des cultes qui consiste à pouvoir pratiquer sa propre religion. Mais et la question suivante, est-ce que le pluralisme des cultes doit aboutir à cette fameuse visibilité ou à cette fameuse publicité? Et là intervient la notion ou de l'ordre public ou de la tranquillité publique, étant entendu que cette notion d'ordre public est une notion qui est un vrai fourre-tout, qui est encore plus indéfinissable que la laïcité, en fait est contraire à l'ordre public, ce qui ne plaît pas au gouvernement en place. En gros, on peut dire les choses comme ça. Donc, c'est un argument qui peut être brandi n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quel contexte, et ça, c'est vraiment un problème très important. Et alors, vous concluez, enfin, si je vous ai bien lu, vous en arrivez quand même à l'idée que finalement, en France, il y a eu une sorte de raidissement contre cette idée de pluralisme, que le pluralisme n'a pas pu vraiment triompher, qu'il a, d'une certaine manière, au moins au moment de la Révolution, été vu comme quelque chose d'assez funeste, d'assez dangereux, et que finalement, on a fait triompher la déchristianisation comme critère d'égalité entre tous les cultes, plutôt que de faire triompher, enfin c'est ce que vous écrivez, page 78, 189. Ah, au moins c'est précis. Oui, j'ai noté tout ça, que finalement, plutôt que de privilégier la liberté, on préfère privilégier l'égalité, et pour privilégier, faire triompher l'égalité, on met tout le monde au niveau 0. En gros, c'est ça. Hermann-Belot. Oui, mais là il s'agit d'un moment particulier de la Révolution, qui est le moment qu'on appelle généralement la terreur, où là j'ai essayé de montrer à quel point il y avait des rhétoriques totalement paradoxales qui effectivement privent de liberté au nom de la liberté. Mais bon, là on est dans un moment tout à fait particulier, bon, dont les résultats ont été très importants, parce que moi je crois que on peut voir une dynamique des droits, une dynamique de la pluralité qui, comme je l'ai dit, s'installe de manière difficultueuse. Hein. Je ne veux pas dire du tout que dès 89, on a installé la pluralité religieuse dans tout ce qu'elle représente, pas simplement de théorique,
mais dans la vie des gens. Mais comme j'ai essayé de le montrer dans les premiers chapitres du livre, il y a cette dynamique de la pluralité qui petit à petit fait son chemin, avec notamment des édifices du culte pour les protestants, les juifs, tout ça commence à s'installer. Et puis après, c'est le politique qui prend le dessus avec la question de la terreur, où tout ça est repris et de manière très très violente. Et comme Jacqueline Lalouette le soulevait à l'instant, on peut faire un parallélisme, disait-elle, entre cette époque et aujourd'hui, entre ces religions de l'époque et ce pluralisme de l'époque et d'autres religions, voire une autre religion aujourd'hui. Où en est, selon vous, cette pluralité aujourd'hui, Rita Hermann-Belot? On a quand même un peu l'impression qu'on redécouvre le pluralisme religieux. Écoutez, je suis très heureuse de vous entendre dire ça parce que j'ai souvent l'impression que la question, je dirais, de la pluralité, parce que je fais la différence entre pluralité, qui est une situation de fait, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, le religieux n'est pas uniforme. Il y a plusieurs faces, il y a toutes sortes de grandes religions, et puis, moi j'insisterai beaucoup là-dessus. Au sein de chaque religion, on n'a pas affaire à des mondes homogènes. Il faut vraiment considérer la pluralité interne aux différentes traditions religieuses, et je crois que ça c'est une chose qui est absolument nécessaire à l'heure actuelle. Mais est-ce que les laïcs doivent s'occuper de ça? Mais les laïcs, on ne peut pas opposer... Au nom de la laïcité, s'occuperait-on de ce qui se passe dans les religions précisément? Alors, on n'a pas à s'occuper positivement de ce qui se passe dans les religions, mais simplement à partir du moment où, à l'heure actuelle, on a un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes sociaux et politiques et qui ont à voir avec la pratique des cultes, dans la manière dont le politique, les médias, le citoyen considèrent ces cultes, il me semble qu'il faut donner une place à la pluralité. Et vous voyez, par exemple, moi je suis extrêmement hostile à l'usage du terme communauté. La communauté juive, la communauté musulmane. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne parle quasiment jamais de la communauté catholique. Parce qu'en fait, ce sont les minorités religieuses que l'on désigne comme ça. Et en parlant comme ça, on les unifie. Alors, qu'elles aient été unifiées par le pouvoir politique, avec un autoritarisme qu'on a peine à imaginer aujourd'hui, tout au long du 19e siècle, ça, oui. Mais la loi de 1905, elle met fin à ça. Et à partir de ce moment-là, sont légitimes au sein des différentes traditions religieuses toutes sortes d'expressions. Et il me semble que cette pluralité interne au culte, il faut en tenir compte absolument. Jacqueline Lalouette. Oui, moi je ne dirais pas que c'est la loi de 1905 qui a mis fin à ça, pour une raison très précise. Bon, c'est la question de la partition entre culte reconnu ou établi et culte non reconnu. Et on a trop tendance à rendre le statut concordataire responsable des difficultés que connaissaient les cultes non reconnus. Or, si les cultes non reconnus pouvaient connaître d'extrêmes difficultés, ce n'était pas à cause du concordat à proprement parler, c'était parce que les différentes lois sur les libertés publiques, les grandes lois sur les libertés publiques votées par la Troisième République ne l'étaient pas encore, et qu'il y avait les lois de la monarchie de Juillet et du Second Empire qui s'opposaient à la réunion des gens, à la réunion des citoyens, pas de droit de réunion, qui s'opposaient à leur association. Dès que la Troisième République vote la loi sur la liberté de réunion et vote la loi sur la liberté d'association, les gens qui appartiennent aux cultes non reconnus, ils sortent des difficultés qui existaient avant. La seule chose qui était, à mon sens, contraire, enfin les deux seules choses qui étaient, à mon sens, contraires à la liberté de conscience avant la loi de 1905, c'était premièrement le fait que tout le monde votait des subventions pour les 4 cultes reconnus, même s'ils n'y appartenaient pas, même s'ils étaient athées, agnostiques ou n'importe quoi. Et deuxièmement, la question du serment en justice, qui ne sera réglée qu'en 1972. Mais indépendamment de cela, on ne peut pas dire que les gens qui étaient sans culte, qui étaient agnostiques, qui étaient athées, qui étaient protestants, non luthériens, non calvinistes, qui étaient tout ce que vous voulez, un catholique schismatique, il y en avait, on ne peut pas dire qu'ils étaient discriminés. Rita Hermann-Belot. Alors, Jacqueline Lalouette évoque ici le fait qu'avant la loi de 1905, il y a en France un système d'association extrêmement étroite entre l'État et, ça se décide au cours du 19e siècle, 4
grands cultes, l'Église catholique, 2 églises protestantes réformées et luthériennes, et puis à partir de 1808 et à égalité avec elles, seulement à partir de 1831, le culte juif israélite. Et la loi de 1905 met fin à tout ça. Alors, effectivement, il y a à la fin du 19e siècle, avec l'évolution des libertés publiques, une diminution des discriminations qui pèsent à l'égard de ceux qui ne font pas partie de ces grands cultes-là. Mais là, il y a une question qui est importante à prendre en compte pour le présent. C'est le poids des institutions. C'est-à-dire que l'État, en suscitant ce système des cultes reconnus, a créé lui-même, de manière très 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 autoritaire, de grandes institutions religieuses, notamment si on prend l'exemple des Juifs, le consistoire, et que d'autres institutions ont beaucoup de mal à se créer. Et moi, c'est une section de notre histoire qui m'interpelle beaucoup, parce que à l'heure actuelle, et depuis les derniers attentats, on voit des hommes politiques parler d'un concordat à créer. J'allais vous poser la question. C'est Gérald Darmanin, député Les Républicains, bien entendu, qui propose ça, d'établir un nouveau concordat pour favoriser la création d'un islam de France. Oui, alors là, je crois que c'est des choses qu'il faut vraiment regarder avec un petit peu plus d'attention. Et ce genre de déclaration comme ça, moi, je le déplore beaucoup. Pourquoi ? Alors, bon, d'abord parce qu'il s'agit pas le premier, hein. Oui, mais c'est vrai que c'est maintenant que ça devient une vraie discussion dans l'espace public. Pourquoi ? Bon, d'abord parce que le terme concordat à ce moment-là n'est pas du tout pertinent, mais surtout, on a déjà fait des parallèles avec l'action napoléonienne au moment de la création du Conseil français du culte musulman. On a même parlé de la main napoléonienne de Nicolas Sarkozy. Ça lui a plu d'ailleurs à Nicolas Sarkozy, il l'a pas récusé. Bon, le problème c'est que on oublie complètement l'autoritarisme de l'État à ce moment-là. C'est quelque chose qui est totalement inenvisageable à l'heure actuelle. Ça me paraît absolument impossible dans notre culture démocratique. C'est autre chose à quoi il faut penser. Et moi, si vous voulez, dans le regard sur l'histoire, je me méfie un petit peu de l'analogie avec le temps présent. J'ai souvent l'impression que l'histoire doit au contraire nous faire saisir ce qu'il y a d'inédit, de nouveau, et qui demande des solutions inédites, qui demande de penser à neuf dans les questions du présent. Juste, Rita Hermann-Belot, parce que malgré tout, on arrive à la fin de cette émission. Et pendant le journal d'Antoine Mercier tout à l'heure, vous avez parlé de la version tendancieuse de la laïcité vue par le Front National. Pourquoi parlez-vous de cette version tendancieuse ? Pourquoi, selon vous, c'est une version tendancieuse, en quelques mots ? Alors, d'abord, il me semble que il y a la question du visage nouveau du Front National. Bon, le Front National ne veut quand même pas rompre complètement avec la tradition politique à laquelle il appartient. Alors peut-être que Marine Le Pen, dans certaines de ses déclarations, est sincère, mais moi je pense que tout l'appareil politique qui est autour d'elle et tout son électorat, quand même, continue à mettre en œuvre un certain nombre d'idées anciennes qui sont pas du tout les idées de la laïcité. C'est pas du tout son camp politique. Et par ailleurs, quand il parle de laïcité, les apéros cochons, par exemple, c'est tout sauf la laïcité. Puisque justement, la laïcité, c'est faire droit à la pluralité, à une pluralité dans le respect de l'ordre public, mais à une pluralité. Les apéros cochons, par exemple, ça me paraît exactement le contraire de ça. C'est la conception d'une laïcité qui serait une laïcité, disons-le, anti-musulmane. Anti-musulmane, moi je pense, à forte dominante catholique, qui voit la culture française comme une culture catholique et anti-musulmane en tout cas, ça c'est sûr. Rita Hermann-Belot, vous avez choisi de terminer avec ce Je te veux d'Éric Satie, interprété par Jessie Norman. D'abord, je crois qu'un peu de sensualité dans les temps difficiles que nous vivons, c'est assez réconfortant. C'est une musique qui a été jouée pour la première fois en 1890, donc tout à fait dans la période de genèse de la loi de 1905. Et je crois qu'on a là un érotisme extraordinaire qui montre la liberté de la culture française. Mais je suis très sensible aussi au fait que ce soit une chanteuse américaine qui le chante.
Et le chant français est très très difficile à cause du français. Et ce qui m'émeut, c'est la façon dont cette grande diva américaine a appris le français. Et là, il y a l'idée d'une culture commune qui nous rassemble. Et je crois qu'on est très près de l'idée laïque. Merci beaucoup, Rita Hermann-Belot. Aux sources de l'idée laïque, c'est votre livre paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Jacqueline Alouette, d'être venue également aujourd'hui au micro de la Grande Table. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin, à la technique, Emmanuel Morse Duncan.